Fascist Black Mag, qu'est-ce que c'est? Fascist Black Mag est un média qui est principalement axé sur la mode, la beauté et la culture afropolitaine, donc c'est-à-dire africaine d'une part et aussi très cosmopolite d'autre part. À la base, ça s'adressait bien évidemment à la diaspora française et puis au fur et à mesure, on a vraiment étendu à un public beaucoup plus large qui reste quand même très lié à l'Afrique, mais ils peuvent être à l'étranger dans différents pays, comme ils peuvent être bien évidemment sur le continent africain. Donc on a été un blog, et ensuite on est passé en magazine en ligne, puis en magazine en print, avant de revenir sur la formule précédente, donc en ligne. Magazine bilingue et mixte, même s'il y a une très très forte présence d'un lectorat féminin parmi nos lecteurs. Globalement, en fait, c'était dans la croissance organique de Fascist Black, où on a vraiment évolué de plateforme en plateforme. On est parti de Skyrock Blog, donc, qui était la plateforme de blogging de la radio Skyrock en France, parce qu'on a vu très rapidement qu'on était très limité par rapport à ce qu'on pouvait poster. Ensuite, on a évolué donc, vers un site web, fascistblack.com, en 2008. De là, donc, on s'est encore un peu cherché en termes de format. On est passé sur un magazine en ligne, c'est-à-dire pas un webzine, mais un magazine qui était sous la même forme qu'un magazine papier, mais qui était consultable en ligne et gratuitement. Et puis, au fur et à mesure, bien évidemment, les questions de modèle économique se sont posées et on a essayé de voir comment il était possible de rentabiliser des espaces publicitaires dans ce type de format à l'époque. C'était très novateur, donc c'était assez compliqué de convaincre des annonceurs là-dessus. C'est comme ça que la réflexion sur une édition print a commencé, notamment aussi parce que nos lecteurs le réclamaient. Donc on s'est dit, s'ils le réclament, ce qu'on va éventuellement faire, c'est les mettre à contribution pour qu'ils puissent nous aider à réaliser donc, le premier numéro en format imprimé. Donc ça c'était au courant de l'été 2011 que la campagne de levée de fonds sur Kickstarter a eu lieu. Alors, bien évidemment, c'était absolument pas du tout aisé. On était, on était un peu pénalisé par pas mal d'éléments qui étaient que d'abord le crowdfunding n'était pas aussi populaire qu'il l'est aujourd'hui, en tout cas côté francophone. Deuxièmement, la plateforme était américaine. Donc du coup, ça pénalisait notamment les gens qui voulaient contribuer en termes de cartes bancaires, parce que certaines cartes bancaires françaises n'étaient pas acceptées sur le site. Il y avait tout simplement un problème d'éducation aussi, d'expliquer aux gens qu'en fait ils étaient en train de préacheter ou du moins précommander un produit et donc que ça n'en faisait pas des investisseurs, que ça ne leur donnait pas nécessairement le droit de regard sur les numéros d'après. Donc voilà, c'était... il y avait ça et on était aussi bien évidemment plombé par le manque de budget de communication parce que le meilleur moyen vraiment de réussir une campagne de levée de fonds, c'est de savoir vraiment mobiliser entre guillemets ses troupes sur le long terme parce que les campagnes durent 2 mois. Bien évidemment, si vous réussissez à lever des fonds bien avant le temps imparti, c'est tant mieux, mais très peu de projets y arrivent. Donc c'est vraiment dans la durée et il faut être très 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 consistant dans sa communication, savoir vraiment mobiliser les gens et nous, je pense que notre chance, ça a été de vraiment, c'est allé crescendo, mais ça a vraiment été de savoir mobiliser les gens à tel point qu'ils ont commencé eux-mêmes à devenir porteurs du message et qu'entre guillemets, nous n'avions plus besoin de matraquer autant, c'était les gens qui le faisaient à notre place. Donc quand ils se sont vraiment appropriés le projet et la réussite du projet, je pense que c'est là qu'on a passé un cap décisif et qu'on a pu réussir donc à lever les fonds. Oui et non. Les fonds à la base étaient levés pour sortir un numéro. C'était ça le truc, c'était le passage en print. Donc c'était qu'on nous donne un coup de main pour pouvoir produire le premier, mais par la suite, c'est nous qui devions prendre le relais et fonctionner entre guillemets comme un magazine traditionnel. Ce qui, avec le recul, était quand même hyper ambitieux. Donc sur la question, oui, parce qu'on a réussi notre campagne et qu'on a pu sortir le numéro, on n'en a même pas sorti qu'un, on a sorti 9 numéros. Mais bien évidemment, les 9 numéros n'étaient pas, les 8 autres numéros n'étaient pas liés à la campagne de crowdfunding, parce que ce qu'on a levé sur Kickstarter, vraiment en termes de budget, ça représente à peine ce qu'il faut pour sortir un numéro dans les bonnes conditions. Nous, on en a sorti quand même 8 autres derrière, ça veut dire qu'on a
quand même essayer de se servir de ce tremplin-là de Kickstarter pour après créer un modèle économique. Donc on a quand même réussi ça. La problématique après est une problématique très classique pour les magazines et même pour les startups et les entreprises de manière plus globale, c'est la trésorerie. Globalement, le projet était viable, mais on avait besoin de fonds supplémentaires et pour le coup de véritables investissements, pas d'une levée de fonds comme on l'avait fait la première fois, mais vraiment d'un véritable investissement pour pouvoir, on va dire, étendre le modèle économique à d'autres sphères, etc. C'est ce qu'on a essayé de faire avec une levée de fonds en France où malheureusement on n'a pas pu trouver de personnes ou d'accords qui nous semblaient viables. Donc du coup on a préféré repasser en format en ligne, le temps qu'on arrive vraiment à trouver les bonnes personnes qui sauront comprendre l'essence du projet et qui pourront nous accompagner de manière professionnelle là-dessus. L'entrepreneuriat, de manière globale, je pense, peut déjà être une très bonne solution en termes de réduction de chômage pour les jeunes, c'est sûr. Après, je pense que le crowdfunding est une méthode qui a ses limites. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que ça se substitue à d'autres formes plus traditionnelles de financement. C'est un bon point pour démarrer. Selon la somme qu'on lève, c'est clair que ça vous donne une certaine indépendance quand vous vous retrouvez face à des institutions bancaires qui ne veulent pas forcément vous suivre ou qui ne sont pas intéressés parce que la demande d'investissement que vous faites est trop basse, par exemple. Donc voilà, c'est vrai que le crowdfunding, entre guillemets, pour des petits projets ou des projets auto-entrepreneuriaux, ce type de choses, je pense qu'effectivement, oui, ça peut vraiment aider à réduire le chômage pour les jeunes. Mais voilà, je dis juste qu'il ne faut pas en faire une solution qui réglerait tous les problèmes parce que ce n'est pas forcément le cas. Il faut quand même rester vigilant là-dessus.